Voilà, ce magazine financier investi, pour une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons dimanche matin à 9h et lundi à 1h. Non, il est à 1h longtemps, vraiment, c'est à 9h30 après le journal Dernier Rallye. Nous, c'est une émission spéciale, jeudi à la sous forum qui s'est fait à Paris. Nous allons regarder ça qui s'est passé dans la semaine à Paris. Pas gain trop de paroles, nous prétendons encore qui ça que le gouvernement quitté l'autre bois et font communiquer de presse pour dire qui position Haïti s'en tirer du côté de Paris. Mais là, très important pour que nous suivions Paris, parce que nous avons déjà engagé réflexion sur l'énergie, la transition énergétique, la transition climatique. Donc, là, très intéressant pour nous capables de garder exactement comment ces milliards de dollars que annoncés et ces changements qui vont se produire dans les institutions financières internationales, comment que Haïti va le retrouver là-dedans. Et moi, je dis deux vedettes pour nous suivre du côté de Paris, qui sont dans un pays émergent, les grands ou encore les petits. Du côté de l'Afrique, c'est particulièrement le président kenyan, M. Ruto. Et du côté de Barbade, un petit pays tout petit dans les Caraïbes, là, la grande vedette, c'est la première ministre. Nous voulons parler de Motley. On suit ça, nous pourrons faire un bon rallye, un bon moment là pour nous suivre ça qui se passe à Paris, la conférence de presse qui était fermée événement. Bien, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, pour conclure ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial, je veux d'abord donner la parole au président William Ruto, qui tiendra un sommet important à Nairobi, justement pour le climat en septembre prochain. Thank you very much, William, for being here. Merci and beaucoup, I give you the William, floor. d'être ici. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le président Macron nous a convoqués pour ce qui a été surnommé le sommet de comment osez-vous. On a confronté l'orthodoxie financière, le capitalisme global et le grand secteur pétrolier. Madame Lawrence a même parlé de casser des tabous. Le Premier ministre Miyatoble nous a rappelé que ce n'est pas une décision formelle que de faire un forum, mais un moment clé pour définir nos intérêts nationaux. Et comme je l'ai déjà dit, je souhaite répéter qu'il ne s'agit pas d'une opposition nord-sud. Il ne s'agissait pas d'une opposition entre émetteurs et non-émetteurs. C'est nous tous, ensemble, grands et petits. Il s'agit de nous dans toute notre diversité et il s'agit de définir une voie à travers laquelle nous serons tous gagnants. Ce que nous avons dit lors de ce sommet seront nos critères autour desquels nous devons nous mettre d'accord. Nous avons convenu qu'aucun pays ne doit être forcé entre éradication de la pauvreté et préservation du climat. Nous avons convenu sur certaines ressources supplémentaires pour soutenir les plus vulnérables et pauvres des pays. Nous avons avancé sur le débat de la réforme de la gouvernance des banques multilatérales de développement. Nous avons progressé dans la composition d'une nouvelle source de financement pour le climat, ainsi que pour les mécanismes qui peuvent être organisés pour nous éloigner des intérêts nationaux et nous rapprocher de processus de structures mondiales dont les structures de décision incluent tous les pays et pas quelques-uns. Nous avons convenu que pour la première fois, alors que nous quittons Paris, Monsieur le Président, et je dois dire que vous avez été incroyable, vous avez mené cette affaire comme les Kenyans courraient le marathon. Et non, simplement pour mentionner que nous avons convenu qu'il nous faut repenser. Nous sommes dans une nouvelle norme qui est apparue à travers la pandémie, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les conséquences du changement climatique, les cyclones, les inondations, les sécheresses.
la menace que nous voyons pour l'humanité. Cette nouvelle situation requiert de nous une nouvelle approche. Nous savons tous clairement jusqu'à 52 pays sont dans une situation d'endettement et de détresse. Kristalina, nous avons une relation fantastique. Vous avez beaucoup soutenu le Kenya, mais observons le contexte, écoutons les débats autour des SDR, la réallocation des dettes, la vérification, l'application, l'évaluation, etc. J'ai mal à la tête. Franchement, je crois sincèrement qu'il peut y avoir des manières beaucoup plus créatives de traiter le sujet, tout comme nous l'avons fait pendant le Covid. Il y a des manières d'agir différentes pour que ces 52 pays qui sont le plus en détresse, commençons par eux, et comment faire en sorte que, puisqu'ils ont déjà l'évaluation de leur propre dette, comment faire qu'ils puissent profiter eux aussi d'une pause ou d'une restructuration ou un aménagement, peu importe comment on l'appelle, pour qu'ils puissent bénéficier de liquidités immédiatement et se gagner un petit peu de paix. Voilà, je crois, le débat que nous devons tenir, et permettez-moi de dire que cela-ci nous rapprochera également de la résolution de la crise que nous avons aujourd'hui sur la liquidité. Nous avons également parlé de nouvelles sources de financement d'actions climatiques et de mécanismes qui peuvent mieux être dissociés des intérêts nationaux. Considérer ces biens comme des biens communs et non pas comme quelque chose qui nous obligerait à jouer les équilibristes entre l'intérêt national et l'amélioration. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Emmanuel, vous avez été, comment dire, je m'adresse à vous en tant que membre du G7, et vous avez été particulièrement arrangeant sur toutes les différentes points de vue qui sont mis en avant, etc. Nous disons que nous souhaitons que cette fois-ci, nous ayons un mécanisme qui implique tout le monde, où nous payons tous, nous impliquons tous et nous décidons tous. Parce que le changement climatique n'est pas une question de nord ou de sud, ça nous concerne tous. Et le débat sur la taxe carbone est un débat impératif. Et nous ne souhaitons pas que le Nord paye pour le Sud, nous souhaitons payer tous. Taxes sur le secteur de l'aviation, sur les produits pétroliers, sur le transport. Nous souhaitons payer parce que nous souhaitons nous asseoir à la table des décideurs. Et le débat de savoir qui a payé quoi est lassant. Nous souhaitons changer de débat. Et je suis très heureux d'observer que ce nouveau débat est apparu ici, à Paris. Donc merci une nouvelle fois, Président Macron, d'avoir rendu possible ce débat-là. Pour finir, comment considérons nos succès? Eh bien, l'évaluation de nos succès finaux ne dépendra pas de nous. C'est le monde qui donnera son verdict. Mais je dois dire qu'avoir participé à cette conférence nous a permis de progresser énormément. Alors j'aurais préféré un engagement ferme, s'appuyant sur l'initiative de suspension de la dette du G20, pour pouvoir, par exemple, donner davantage d'espace fiscal pour tous les pays endettés en finançant leurs dettes matures, selon des termes plus favorables et plus étendus. Beaucoup de nos pays n'ont pas les règlements fiscaux nécessaires pour intégrer ou assumer une dette supplémentaire. Donc, en le disant, en parlant entre nous de ce nouveau système financier, on valorise le soutien
incroyable des institutions multipolaires de financement, le FMI ou la Banque mondiale. Cette tension entre l'Occident et la Chine, par ailleurs, est malsaine, inutile, en tout cas aussi inutile que les tensions nord-sud lorsque nous parlons de changement climatique. Ce n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Nous devons trouver une formule qui nous permettra de rassembler tous nos financements pour apporter des réponses à 3 critères: capacité, organisation et accessibilité. Donc là encore, nous avons posé les bases de tout ceci. Encore une fois, merci, Président Macron, de nous avoir permis d'avancer sur ces sujets, d'avoir permis à tout le monde de participer, y compris au continent africain, d'avoir voix au chapitre. Je conclurai en disant que nous avons du temps entre aujourd'hui et le sommet pour le climat en Afrique qui aura lieu à Nairobi du 4 au 9 septembre, au 6 septembre, co-hébergé par l'Union africaine. J'en ai parlé avec le directeur qui est ici parmi nous. La Commission africaine souhaiterait inviter le président Macron à notre événement. Vous seriez un des orateurs clés que nous souhaitons que vous transposiez ou vous transmettiez ce que nous avons dit ici à Nairobi, puis finalement à la COP28. Les promesses que nous avons faites aujourd'hui sont immenses et, Monsieur le Président Macron, permettez-moi de vous dire que je sais que vous avez dit vous-même qu'il y a du travail à faire. Certes, il y a du travail à faire, bien sûr, mais nous avons du temps entre maintenant et Nairobi, 3 mois devant nous, et comme je vous l'ai dit hier, la Charte des Nations Unies s'est négociée en 2 mois. J'ai aussi dit que les institutions de Bretton Woods, où Ajay et Kristalina travaillent, ont été négociées dans un petit village, une petite ville, Bretton Woods, en 1945 et en 3 semaines. Donc nous avons beaucoup de temps. Nous avons largement le temps, Estriché et Nairobi. Et entre Nairobi et la COP28, on peut régler cela. Ça peut être une réalité pour nous tous. Merci beaucoup. Maintenant, passer la parole à la secrétaire Janet Yellen. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par vous remercier, ainsi que la délégation française pour avoir hébergé ce sommet et pour votre incroyable hospitalité. Ce sommet est une étape importante dans nos efforts pour réformer l'architecture financière mondiale pour qu'elle soit plus réactive aux immenses défis, mais aussi aux opportunités qui nous attendent. Ces 2 derniers jours m'ont rendu optimiste vis-à-vis des progrès que nous avons réalisés à ce jour et la dynamique aussi qui peut nous faire avancer encore ces prochains mois. J'aimerais souligner 3 domaines de progrès sur lesquels je me suis centré au sommet. Premièrement, notre initiative pour faire évoluer les banques multilatérales de développement, ou les BMD. Les défis mondiaux comme le climat, les pandémies ou les conflits mettent en danger les gains réalisés, les gains de développement réalisés. Et donc il faut que les banques multilatérales de développlement s'attaquent à ces défis avec suffisamment de vitesse et à l'échelle suffisante. Il faut que les BMD travaillent à chaque fois à l'éradication de la pauvreté et à soutenir la croissance. Nous avons réalisé de grands progrès sur cette initiative d'évolution des BMD avec les parties prenantes. Et nous avons déjà mis à jour provisoirement la mission et le modèle de la Banque mondiale. Nous avons libéré 50 millions de dollars supplémentaires pour les 10 prochaines années dans notre capacité de financement.
Et nous espérons que le système général des BMD puisse libérer 200 millions de dollars en nouvelles capacités de prêt ces 10 prochaines années également, par le biais de mesures sur notre bilan qui sont déjà mises en œuvre ou sur lesquelles nous travaillons. Donc ce serait déjà un immense accomplissement. Nous pourrions avoir 200 millions de dollars de capacité de prêt dont nous ne disposions pas avant, de manière à investir dans les plus grands problèmes du monde, par exemple pour combattre le changement climatique, pour que les gens puissent sortir de la pauvreté, se préparer aux épidémies futures et plus encore. Mais cette évolution ne porte pas simplement sur notre bilan. Nous devons aussi nous assurer d'utiliser ces ressources de manière à avoir davantage d'impact. Donc, nous devrions faire des réformes encore plus importantes, par exemple pour optimiser notre architecture de financement vert. Deuxièmement, je vais parler de la dette et de la stabilité macroéconomique. Le FMI ici joue un rôle important pour fournir des conseils politiques et une assistance technique aux côtés, bien sûr, de ces financements. Nous avons eu des discussions constructives pour nous assurer que le FMI continue de fournir des prêts concessionnels aujourd'hui, mais aussi à long terme. Et nous lançons un appel au FMI de manière à exploiter toutes les options possibles pour financer le développement et la croissance verte dans les prochaines années. Et nous lançons un appel aussi à un vaste éventail de donateurs pour aider le FMI à atteindre ses objectifs de financement. Nous devons aussi travailler sur la dette à l'échelle mondiale. C'est un défi mondial qui demande la coopération de tous les créditeurs. Et ici, je suis heureux d'annoncer que tous les créditeurs bilatéraux ont atteint un consensus pour avancer sur un traitement de la dette pour la Zambie sous le leadership des coprésidents français et chinois. Et je remercie le Premier ministre Lee et le panel de haut niveau. Et je trouve ça encourageant de voir que la Chine avance pour lutter contre la dette dans les pays en développement. Une des premières étapes aussi pour lutter contre les incertitudes de la dette serait de créer un cadre mondial pour les emprunteurs. Troisièmement, j'aurais parlé du capital, de la mobilisation privée, la mobilisation de capital privé, pardon. Comme nous l'avons dit ce matin, nous avons besoin d'un réseau de leadership qui implique des entreprises qui ont dit 1000 milliards de dollars en gestion de fonds et donc qui pourraient investir dans les pays en développement et émergents dans les 3 prochaines années. Et les États-Unis travailleront étroitement avec eux pour faciliter les investissements dans des domaines critiques tels que l'énergie, la transition énergétique et les infrastructures durables. Je continue aussi de croire que les BMD devraient lancer un ensemble d'outils plus innovants pour stimuler la mobilisation de capital privé. Et c'est une priorité d'ailleurs que de nombreux dirigeants de ces institutions partagent. Pour le président Bongo. Nous avons déjà pris de nombreuses mesures complémentaires. Par le biais du G7, nous essayons de modifier 600 millions de dollars pour des investissements de qualité dans des infrastructures de qualité par le biais de fonds privés sur 5 ans. Et les États-Unis ont déjà réuni 3 milliards de leur engagement de 20 milliards de dollars. Il y a aussi les JETP, les partenaires pour une transition verte juste, réuniront aussi des sources de financement privé pour fournir des dizaines de milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et stimuler le développement économique des économies émergentes. Donc les défis qui nous réunissent aujourd'hui à Paris, le défi est de s'assurer
que l'architecture financière mondiale puisse orienter les financements nécessaires vers nos tâches indispensables d'éradiquer la pauvreté, de combattre le changement climatique et de bâtir une économie mondiale qui permette aux gens et à la planète de prospérer. Il y a beaucoup à faire, bien sûr, et je suis très heureuse de continuer de travailler avec ces leaders qui sont présents ici et poursuivre encore nos efforts. Merci encore, Monsieur le Président, pour votre leadership. Merci beaucoup. Merci, Madame la secrétaire Yellen. Maintenant, je vais passer la parole à Kristalina Georgieva du FMI. Merci beaucoup, Kristalina, une fois encore d'être à Paris. Merci, Monsieur le Président. We had very engaged and frank discussions. Nous avons eu des discussions vraiment franches et profondes. So very important that we did. Et c'était très important d'avoir ces discussions. Is changing rapidly. Notre monde change rapidement. Affected by more frequent and severe shocks. Il souffre de chocs plus fréquents et plus sévères. A world with more tensions. Et c'est aussi un monde qui souffre il a de plus en plus de tensions. Et donc, c'est un moment où nous avons vraiment besoin de nous serrer les coudes les uns et les autres. Nos économies ont montré qu'elles étaient résilientes malgré ces chocs tels que la Covid ou la guerre. Mais cela a quand même eu un coût. Les taux d'intérêt ont augmenté, les fardeaux de la dette aussi augmentent, le coût de la vie est élevé, la pauvreté et les inégalités augmentent aussi. Et il y a aussi les conséquences de la crise climatique que l'on peut constater dorénavant et qui frappent le plus fort les personnes pauvres et les pays pauvres et vulnérables qui ont pourtant fait le moins pour causer ces problèmes. Il est donc temps d'accélérer les choses, de faire preuve de leadership. Monsieur Président Macron, Président Ruto, secrétaire Yellen, mon cher frère Ajay, nous devons vraiment répondre aux attentes. Je vais aborder 3 points qui sont directement liés à notre travail au FMI et qui sont les priorités qui ont été une priorité de l'ordre du jour de ces 2 derniers jours. Premièrement, la dette. Je suis tout à fait d'accord avec le président Ruto. L'une des principale priorité est d'assouplir le fardeau de la dette sur les pays, notamment ceux qui ont souffert de chocs exogènes, des pays qui font preuve d'une bonne gouvernance, mais qui souffrent de ces chocs, qui en souffrent profondément. Nous avons déjà réalisé des progrès à cet égard. Nous avons maintenant un cadre commun qui commence à faire ses preuves pour le Tchad, pour la Zambie, et aussi des pays qui ne font pas partie de ce cadre, comme le Sri Lanka ou le Suriname, et qui bénéficient de l'union des créditeurs publics et privés ensemble. Mais nous reconnaissons que nous devons accélérer cette restructuration pour qu'elle soit prévisible, qu'elle soit menée en temps opportun, et qu'elle offre aussi un espace au pays, une marge au pays où il peut y avoir une suspension de leur dette pendant les négociations. C'est quelque chose que nous demandons déjà depuis un moment. Et nous avons une table ronde sur la dette souveraine qui réunit pour la première fois depuis les 10 dernières années les créditeurs du Club de Paris, ceux aussi qui n'appartiennent pas au Club de Paris, par exemple la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et le secteur privé. Donc les réunir ensemble avec les pays endettés. Et donc, Monsieur Ruto, vous représentez d'ailleurs ici ces pays et je peux vous dire aujourd'hui, oui, nous agissons sur ce domaine. Mais il faut aller plus loin encore. Il faut aussi reconnaître que la dette et le climat sont corrélés et cela se poursuivra. Donc nous devrons travailler sur les échanges de dette pour le climat. Nous travaillons aussi sur les clauses de
suspension dans les programmes de remboursement des dettes. Et au FMI, nous avons un programme qu'on appelle le Fonds pour limiter les catastrophes et pour les secours. Et c'est un fonds qui donne des secours aux pays qui ont été frappés par des catastrophes. Nous l'avons utilisé principalement pour le Covid, mais nous allons maintenant aussi l'utiliser pour les chocs climatiques. Et toujours au sujet du climat, je vais parler du deuxième aspect très important pour notre travail. Eh bien, ces dernières années, le FMI a intégré des considérations climatiques dans l'ensemble de son travail, car le climat est macro-critique. Nous avons intégré donc la politique budgétaire, monétaire, dans nos données, bien sûr, nous avons aussi dans nos instruments financiers. Il y a un domaine en particulier où le FMI a promu des actions et des mesures, c'est sur la tarification carbone. Notre analyse montre que sans la tarification carbone, il n'y a aucune chance, absolument aucune chance, que nous puissions atteindre l'objectif de 1,5 degré d'ici 2050. Donc nous devons avoir ce type d'incitation en place. Nous promouvons une approche inclusive qui inclut la fiscalité, mais aussi le commerce et des actions réglementaires, de manière à ce que tout cela nous mette bien sûr sur la bonne trajectoire. Donc nous proposons un seuil de tarification carbone qui soit juste pour les pays, de manière que les pays pauvres payent moins, les pays à revenus intermédiaires payent un peu plus et les pays riches payent le prix le plus fort, bien sûr. Et il faut bien sûr encore réfléchir au déploiement international de ce type de ressources. Nous n'y sommes pas encore, mais il y a vraiment des mouvements dans le bon sens. Il y a 5 ans, nous couvrions seulement 17% des émissions, aujourd'hui 25%. Donc il nous reste encore 75% à couvrir, bien sûr. Et en ce qui concerne le financement, eh c'est le troisième domaine important pour le FMI. Nous avons établi un nouvel instrument, le Fonds de résilience et de durabilité. Pour la première fois dans l'histoire du FMI, nous fournissons des financements à long terme et durables, donc avec une échéance de 20 ans avec 10 ans de grâce. Et nous les finançons avec la bonne volonté de certains pays comme la France. Et nous avons aussi espoir que les États-Unis y contribuent. Et donc, ils ont pris une partie de leur nouvelle affectation de droits de tirage spéciaux. Et comme ils l'avaient promis, ils ont rendu ces droits de tirage spéciaux disponibles au FMI pour qu'ils puissent les prêter de manière abordable. Nous avons donc rempli aussi la promesse réalisée en 2021 d'atteindre 100 millions de dollars, 100 milliards, pardon. 60 milliards sont déjà traités par le FMI dans le fonds de lutte contre la pauvreté et aussi le fonds pour la résilience et la durabilité. Et je peux vous dire que cela, ça fait vraiment la différence. Nous avons déjà publié 2 communiqués de presse sur la Barbade et sur le Rwanda qui expliquent comment cet argent en partenariat avec la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, les banques nationales de développement aussi, en nous basant sur des analyses fournies par nos institutions, et bien comment cet argent vraiment fait la différence et permet d'accélérer la transition juste et mieux permettre aux pays de répondre aux défis et de s'adapter au changement climatique. Donc 7 pays déjà ont bénéficié de cela. Vous, le Kenya, vous êtes dans la file d'attente. Il y a 40 pays qui ont exprimé leur intérêt. Et d'ailleurs, j'aimerais annoncer aujourd'hui que nous allons encore accroître notre ambition et accroître encore 50% ce fonds de résilience et de durabilité de manière à pouvoir vraiment répondre aux besoins. Et donc pour conclure, je dirais que quand j'ai commencé, quand j'ai pris mes fonctions, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller à Bretton Woods, dans ce très bel hôtel. Et j'étais dans la chambre, la toute petite chambre où tout s'était passé à l'époque. Il n'y avait que 40 pays à l'époque.
Et toutes les délégations, bien sûr, étaient dirigées par des hommes. La plupart étaient venus en bateau. Depuis lors, le nombre de pays a plus que doublé dans le monde. Le nombre de personnes a plus que triplé dans le monde. Et le PIB mondial a été multiplié par plus de 10. Donc c'est un monde totalement différent. Et de toute évidence, nous devons changer. Nous avons déjà changé, nous avons suivi les changements du monde. Et je m'engage pleinement, totalement à changer encore pour l'avenir, avec vous, avec nos membres. Et aujourd'hui et hier, nous avons vraiment créé un élan pour ce changement, pour un changement plus inclusif, plus représentatif, avec suffisamment de ressources et en servant nos membres avec professionnalisme et empathie. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Ajay Banga. Bienvenue. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Premièrement, Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier pour votre engagement, pour votre inclusivité et surtout pour votre volonté, votre courage de faire quelque chose comme cela. Vous et votre équipe avez vraiment beaucoup de mérite. Cela fait 3 semaines que j'ai pris mes fonctions et comme on l'a dit, en 3 semaines, on avait créé les institutions de Bretton Woods, donc beaucoup de choses peuvent être faites en 3 semaines. Quand j'ai pris mes fonctions, je savais, j'étais conscient de quels étaient les défis sur lesquels il fallait travailler. Je crois que la feuille de route pour l'évolution n'est que le début, il y a encore beaucoup à faire et ça, j'en suis bien conscient. Et ce qui change pour moi, c'est que quand je suis avec des personnes qui pensent qu'il y a des défis et aussi des opportunités et qu'ils viennent à aborder ces problèmes avec un optimisme contagieux, alors je pense que quand nous sommes tous ensemble, nous pouvons vraiment réussir. Et pour moi, le plus grand défi, c'est que les pays du Sud, comme on les appelle, ont une population beaucoup plus jeune que les autres pays du monde en pourcentage de leur population. Et n'oublions pas que la moitié de cette population, ce sont des filles. Et donc, il y a 2 ensembles de personnes ici, les jeunes et les femmes. Et c'est là que nous voyons la possibilité des futurs, le dynamisme, l'espoir pour les opportunités pour nos enfants et nos grands-enfants. Le problème, cela fonctionne seulement s'il y a une qualité de vie. S'ils auront une qualité de vie quand ils grandiront, donc grâce à la santé, l'éducation, l'air propre, de l'eau potable, de l'énergie, ces choses que l'on considère comme acquises ici où nous vivons. Et aussi, bien sûr, qu'il y a des emplois quand ils sont adultes. L'emploi, c'est le meilleur moyen d'éradiquer la pauvreté. Et donc, il faut stimuler la croissance et stimuler les emplois. C'est vraiment, d'ailleurs, au cœur de la redéfinition de notre mission et de notre vision. Et donc, je pense que la vision de la Banque mondiale doit évoluer pour dire oui, nous allons créer un monde sans pauvreté, mais sur une planète vivable. Et une planète vivable, cela veut dire que nous luttons contre le changement climatique, la fragilité, les guerres non nécessaires, les pandémies, l'insécurité alimentaire, toutes ces choses qui réduisent notre capacité à profiter de notre qualité de vie et qui entament notre optimisme. Je crois aussi que cette vision est menacée par ces crises qui se chevauchent et qui rendent la vie difficile. Donc c'est vraiment un moment crucial aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité et de notre planète. Et si nous n'avons pas ce besoin d'urgence pour reproduire ce qui fonctionne et en agrandir l'échelle serait vraiment injuste. Donc nous devons vraiment agir rapidement à la bonne échelle de manière à ne pas laisser derrière au bord du chemin toutes les personnes qui croient en nous. Donc, Monsieur Macron, vous avez indiqué que vous voulez des choses tangibles, donc je vais en souligner 3. Premièrement, c'est une boîte à outils complète face aux catastrophes qui couvrira aussi la préparation, la réponse et le relèvement face aux crises. Donc, comment cela fonctionnera? Nous allons aider les gouvernements à bâtir des systèmes d'urgence avancés de manière à ce qu'ils puissent réagir par eux-mêmes. Il y aura aussi un nouveau type d'assurance
qui permettra aussi aux infrastructures d'être reconstruites rapidement. Nous avons déjà ce type d'assurance au Pérou, en Jamaïque et dans d'autres pays, et nous allons aussi les reproduire ailleurs. Nous allons aussi donner davantage de souplesse aux pays pour qu'ils puissent réorienter une partie de leurs fonds vers la réponse d'urgence. Et nous pourrons aussi suspendre le remboursement de la dette pour que les pays puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et nous allons intégrer cette assurance catastrophe dans nos prêts de manière à nous assurer que les remboursements des prêts ne dépendent pas seulement de la générosité des autres. Nous allons aussi nous assurer que nous fournissons davantage de ressources aux pays sans pour autant surcharger, ajouter à leurs dettes. Quand il n'y a pas de catastrophe, les leaders s'intéressent à leur peuple, à leur communauté, l'eau, l'électricité, et ils sont dévastés par la perte de vie. Et ce qu'ils ont besoin pendant les catastrophes, c'est qu'ils ont besoin d'une main qui les aide et de personnes comme la Banque mondiale, et c'est ce que nous essayons de le faire. Nous savons toutefois qu'il ne faut pas une approche universelle, mais plutôt une approche qui soit adaptée aux différents pays individuellement. Deuxièmement, nous allons lancer le laboratoire pour l'investissement du secteur privé. Je sais que les banques de développement ne peuvent pas forcément fournir suffisamment de ressources, ni la philanthropie ou les gouvernements, donc nous avons besoin du secteur privé. Toutefois, nos efforts ces dernières années n'ont pas permis de donner les résultats dont nous avions besoin. C'est pour ça que nous essayons une nouvelle approche avec ce laboratoire qui nous permettra d'identifier et de supprimer les entraves au financement privé sur les marchés émergents. Et je crois que, Monsieur le Président, vous avez mentionné de créer une autoroute de financement, et si nous pouvons créer cela, ce serait vraiment extraordinaire. Il faut aussi se centrer sur les énergies renouvelables et les infrastructures durables, et surtout, et c'est très important pour moi, l'idée, c'est non seulement d'écouter les idées, mais de travailler sur les idées qui sont faisables pour les réaliser. Et si les idées ne sont pas faisables, nous allons les abandonner. Mais si au fil d'une année, nous avons 6 idées qui fonctionnent, eh ben nous gagnerons. C'est ce que nous allons faire. Marc Carney et Shri Vadera qui seront les coprésidents de ce travail. Et je ferai davantage d'annonces dans les prochaines à venir à ce sujet. Et enfin, troisième aspect, c'est la mesure des résultats climatiques. Comme vous le savez, nous nous centrons surtout sur le nombre de dollars que nous investissons, mais pas forcément les résultats que cela donne. Donc ce que nous allons faire, c'est de mettre en place une nouvelle initiative avec autres institutions multilatérales de développement pour réimaginer comment suivre les résultats climatiques. Donc plutôt que de mesurer le volume des financements, ce serait plutôt de mesurer principalement l'impact de ce financement, par exemple réduction des gaz à effet de serre, etc. Et le but, c'est de lancer une nouvelle plateforme sur le changement climatique à la COP 28 à la fin de l'année, mais dont le travail a commencé hier à Paris, lors de la réunion sur la finance en commun que vous présidiez. Il nous reste encore beaucoup à faire. J'ai simplement mentionné ces 3 jalons, mais il y a d'autres choses. Je sais qu'il y a des questions très importantes comme la crise de la dette qui vient d'être soulignée par Kristalina, et je crois que l'exemple de la Zambie est excellent, mais il y a encore beaucoup de défis à surmonter. En tout cas, il faut vraiment intégrer ce sentiment d'urgence. Et je veux remercier une fois encore de cette opportunité d'être ici pour la première fois et de me donner cette plateforme, et surtout aussi pour le soutien que vous m'apportez également. Donc, merci beaucoup. Merci Ajay. Merci beaucoup. Pour conclure, ces 2 jours de travaux nous ont permis en effet d'avancer sur un agenda nourri et de bâtir ainsi un nouveau consensus pour les peuples et la planète. Ce consensus, je l'ai détaillé et tenté d'en rendre compte à l'issue de la réunion plénière que nous venons de tenir. Je ne vais donc pas ici le répéter. Nous demandons à l'ensemble des délégations de pouvoir l'endosser dans des termes intelligibles par tout le monde et pas des langages techniques, et donc ça n'a pas vocation à être un communiqué équivalent au G7, au G20, mais bien un document de réflexion politique commune et une série d'actions que nous actons aujourd'hui. Plusieurs ont été ici évoquées,
et qui sont finalisés, en particulier la nouvelle feuille de route et les mécanismes de coordination entre la Banque mondiale et le FMI, qui sont une étape importante, mais également une série d'objectifs avec des rendez-vous et des choses très concrètes qui ont été demandées par beaucoup et qui vont en quelque sorte structurer le chemin vers une réforme plus en profondeur et indispensable de notre architecture et gouvernance financière internationale. Et donc l'objectif est de pouvoir avoir ce consensus de Paris pour les peuples de la planète que nous avons acté à travers nos discussions d'hier et d'aujourd'hui, et de pouvoir suivre ainsi les travaux. Nous allons élaborer une structure permanente de suivi et de pouvoir, d'ici à 2 ans, ici même, en rendre compte par un sommet des résultats et du rendez-vous sur la base de ce que nous avons lancé. Il a vocation surtout, et c'est pour ça que nous l'avons bâti en intimité avec les présidences actuelles et à venir du G20, à structurer les travaux du G7 et du G20 dans les années qui viennent. Et c'est aussi pour cela que plusieurs membres éminents étaient là. Et je remercie la secrétaire Yellen à nouveau de son implication et des bonnes réflexions que nous avons conduites avec ce qui est en cours à Washington. Vous l'avez compris, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des réponses concrètes, c'est un mécanisme de suivi et un rendez-vous au maximum d'ici 2 ans, mais avec des étapes intermédiaires importantes et un changement en profondeur. Ce mécanisme a vocation à, là aussi, inclure très largement, car le président Ruto l'a rappelé, c'est l'objectif qui est le nôtre, avec l'ensemble des gouvernements, mais également des populations civiles. Je voudrais faire simplement 2 remarques conclusives, une remarque et des remerciements. Une remarque pour dire que je crois que la force de ce sommet a été de réunir ici un peu plus de 40 chefs d'État et de gouvernement, pays membres du G7, grands émergents, pays les plus pauvres, pays nouvellement touchés par le changement climatique et ayant fait l'expérience de la vulnérabilité venant de toutes les régions du globe. Et la discussion a été très libre. En séance plénière aujourd'hui, dans le dîner hier, avec des interpellations, des critiques, mais je crois que c'est la condition pour bâtir l'unité de réponse. Et ce qui est clair, je le dis avec beaucoup de lucidité et de gravité, c'est que, je dirais par sa méthode même, ce sommet a vocation à bâtir l'unité de la communauté internationale derrière les réponses qu'on peut apporter à ces défis jumeaux que sont la lutte contre les inégalités et le combat pour la planète. Si nous échouons, nous irons à coup sûr vers une fragmentation de nos institutions internationales. Celles qui existent seront progressivement délégitimées par les plus pauvres et les émergents, et aidées en cela par des intentions plus ou moins louables de ceux qui peuvent avoir l'argent et les y aider. Mais cela adviendra. Et donc je pense que notre responsabilité est de maintenir cette unité au service de nos principes et des biens communs que nous avons redéfinis. Enfin, je veux ici remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce sommet. Évidemment, les chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général, mon représentant personnel, ainsi que leurs équipes, les équipes de l'Élysée qui ont été fortement mobilisées, mais aussi les ministres présents et leurs équipes les plus proches, comme leurs administrations, qu'il s'agisse du Quai d'Orsay comme de Bercy, qui ont hautement contribué à la discussion de tous ces textes, comme évidemment l'Agence française de développement, la BPI et plusieurs autres structures. Je veux également remercier le Forum de Paris sur la paix et ses équipes qui ont également fortement aidé, et l'ensemble des organisations non gouvernementales ainsi que des représentantes et représentants de la société civile. En effet, nous avons pris l'engagement, il a été tenu, que 50% des délégations et la moitié des délégués invités viennent de tous les continents, mais surtout viennent de la société civile. Et donc je veux remercier toutes les ONG qui ont rendu cela possible, qui se sont mobilisés, les représentantes et représentants de la société civile et en particulier de la jeunesse. L'une d'entre elles s'est exprimée hier en ouverture, et qui ont largement alimenté la plateforme de notre sommet, le site et tout ce qui a été mis en place par son secrétaire général. Ils seront aussi dans la durée associés au mécanisme de suivi. Je ne serai pas plus long. Je veux maintenant surtout qu'on puisse prendre les 3 questions qui sont prévues. Merci, Monsieur le Président. Nous allons en effet prendre une question pour la presse française, une pour la presse américaine et la presse kenyane. Donc, pour la presse française, la première question. Merci. Bonjour à toutes et tous, Christelle Méral, France Télévisions.
Première question s'adresse d'abord au président français et au président kényan. En quoi ce sommet peut convaincre les pays du Sud de s'engager davantage contre la Russie pour la guerre en Ukraine? Et puis, autre point, la taxe internationale sur le transport maritime. Il avait été beaucoup question avant ce sommet. Alors, Monsieur le Président Macron, il semble qu'il y a eu peu d'avancées sur ce point. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas a priori de consensus? Et est-ce que cela remet en cause cette taxe? Et puis, enfin, je m'adresse à Madame la secrétaire d'État, Janet Yellen. Pourquoi, a priori, les États-Unis ne sont pas favorables à cette taxe? Je vous remercie. Pour être très direct sur votre première question, l'objectif de ce sommet n'était pas de convaincre les pays qui auraient des doutes ou autres de se mobiliser davantage ou différemment sur l'Ukraine. Et je pense que si on s'y prenait comme ça, ce serait le meilleur moyen de plutôt nourrir la défiance. Il y a d'ailleurs eu une initiative africaine qui a été conduite, dont nous avons parlé, et plusieurs chefs d'État qui étaient présents ont partagé leurs conclusions, à la fois en Russie et en Ukraine. Je crois que l'objectif, c'est précisément de continuer de bâtir l'unité géopolitique qui peut être menacée par les conséquences directes et indirectes de l'agression russe en Ukraine, et donc de préserver l'unité de l'ensemble des États de la planète, qu'ils soient en développement, émergents ou les plus riches, derrière un agenda commun, et deux, de rappeler que, évidemment, la guerre continue de nous occuper, structure nos agendas et nous mobilise, mais elle ne doit pas, si je puis dire, réduire notre engagement collectif pour servir les biens communs qui sont au cœur de notre agenda international. Le climat, la biodiversité, la lutte contre les inégalités au premier chef, avec derrière l'éducation, la santé et plusieurs autres éléments. Et donc ce sommet en soi avait une très grande pertinence à cet égard. Et je pense que sur tous ces sujets, nous ne pouvons les régler qu'en ayant toute la communauté internationale, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, les grands émergents, les pays du G7, les pays du G20, mais également les pays en développement et les pays les plus pauvres. C'est l'objectif et l'intérêt de ce sommet, et je crois que c'était son utilité. Pour ce qui est de la taxation, je suis favorable à une taxation internationale finançant les efforts que nous avons à faire en matière de lutte contre la pauvreté et en matière de climat. J'ai eu l'occasion de le rappeler, la France s'est appliquée à elle-même 2 taxes précédemment proposées, celle sur les billets d'avion d'une part, celle sur les transactions financières d'autre part. Mais vous conviendrez avec moi qu'une taxe internationale est une taxe internationale quand elle est adoptée par tous. Et il en est des taxes internationales comme jadis du socialisme, ça ne fonctionne pas dans un seul pays. Et donc, nous sommes déjà à la frontière technologique. Donc on ne va pas continuer de se faire mal tout seul. On va simplement obliger les uns les autres à nous suivre et mobiliser. Donc nous sommes favorables à une taxe internationale sur le transport maritime parce que c'est un secteur qui n'est pas taxé. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas taxé et qu'il ne contribue pas aux efforts partout sur la planète. Et donc je pense que c'est une très bonne cause. L'objectif ici était de continuer à mobiliser. On a un club de ceux qui pensent comme nous. Et c'est à l'Organisation maritime internationale que la négociation doit se tenir et que nous la tiendrons. Et donc nous défendrons une taxation qui peut être très modique au début. Mais parce que c'est un secteur qui certes est en train de se décarboner, d'ailleurs nous l'accompagnons, mais pour lequel il est tout à fait justifié que les revenus qui sont faits, qui sont parfois très importants, fassent l'objet d'une taxation. Simplement pour que ça fonctionne, il faut faire la même chose que ce que nous avons fait sur la taxation internationale minimale, c'est-à-dire qu'il faut avoir justement un ensemble de pays qui nous suivent. Et je vais être très clair avec vous, si la Chine, les États-Unis et plusieurs pays européens clés qui ont aussi des grandes entreprises impliquées ne nous suivent pas, alors vous mettez une taxe en place, mais elle n'a pas d'effet, parce que les gens que vous taxez vont dans les pays qui n'appliquent pas la taxe. Donc il faut vraiment que les pays clés en la matière se mobilisent. Et donc on va continuer de travailler en ce sens, et j'espère que le rendez-vous de juillet à l'OMI sera conclusif en la matière. Président Ruto, la question vous était adressée. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. I think I associate myself with the comments that have been made by Je souhaiterais faire écho aux commentaires that de this M. was Macron. not a session to coerce anybody to do anything different from L'idée
C'était de se réunir, de discuter, de réfléchir, de parvenir à un consensus de la même façon que nous étions parvenus à le faire en 2015, en éliminant toutes les tensions qui ont pavé le chemin et qui nous ont menés à aujourd'hui. Donc retrouver ce consensus et mobiliser le monde pour répondre aux défis du changement climatique et de l'architecture des institutions de finances internationales. Nous n'en avons pas discuté, quand bien même nous soyons tous signataires de la Charte des Nations Unies. Nous croyons tous à ce qui est porté par la Charte des Nations Unies. Et donc, lorsque mes collègues étaient allés à Kiev et à Saint-Pétersbourg, c'est parce qu'ils pensent qu'il peut y avoir une résolution pacifique à tout conflit, notamment ceux sur notre continent, que ce soit en Somalie, en RDC ou au Soudan. Il y a toujours une solution pacifique qui est possible. Notre inquiétude, ou en tous les cas pour ce qui est des pays du Sud et notamment en Afrique, c'est que ces guerres ont un impact sur les prix des engrais, sur les denrées alimentaires, sur autant d'éléments qui ont un impact sur le coût de la vie. De plus, du fait de la question énergétique, la Russie ayant fait ce qu'elle a fait, eh bien, il y a de nombreux pays qui se tournent à nouveau vers les énergies fossiles. Il y en a de nombreux exemples. Le Royaume-Uni, par exemple, va probablement rouvrir leur centrale à charbon. Or, l'humanité fait face à une menace existentielle. À partir du moment où on revient sur les progrès qui avaient été accomplis, cela nous concerne, nous, bien entendu, mais également l'ensemble de l'humanité. Alors, il me semble qu'une question m'avait été posée concernant la taxe internationale sur le transport maritime. Eh bien, tout d'abord, je vous répondrai que nous souhaitons effectivement que des ressources supplémentaires significatives puissent être levées pour répondre aux défis du changement climatique, de la pauvreté notamment. Donc, nous sommes parfaitement ouverts à des approches innovantes et nous espérons que certaines seront mises sur la table. C'est effectivement une suggestion tout à fait constructive et nous pouvons rejoindre avec la description de M. Macron concernant la logique de tout ceci et les États-Unis vont se pencher sur cette question. Une question de la presse kenyane. Ronyonyo Bilanga, du groupe de médias de Nairobi, Kenya. Monsieur le Président Ruto, merci d'être le porte-parole de l'égalité sur le continent. Mais qu'est-ce que le continent apporte à cette table? Quel sera notre rôle à jouer pour être considéré comme partenaire sur un pied d'égalité? Et deuxième question pour vous, Monsieur le Président Macron, est-ce qu'il y a des garanties que cette initiative, elle, porte ses fruits? Qu'est-ce qu'apporte l'Afrique à cette table? Trois éléments, très simplement. Premièrement, nous apportons nos idées. Nos discussions ont été sincères et ouvertes. Nous les avons écoutés et ils nous ont écoutés également. Nous ne souhaitons plus être un continent où l'on se plaint, où l'on est victime, où nous sommes dans un coin. Nous en sommes convaincus, l'Afrique peut effectivement avancer en toute fierté aux côtés du reste du monde pour répondre aux défis que nous rencontrons et pour apporter des solutions. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que peut-être qu'il sera difficile pour certains pays, notamment pour
tout ce qui relève des intérêts nationaux. Comment est-ce que l'on peut mettre en œuvre une taxe sur le transport maritime, sur les transactions financières? Il y a des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Mais si je puis me le permettre, ceux qui se sont réunis à Bretton Woods dans cette salle à guichet fermé, eh bien, ils avaient des décisions difficiles à prendre. Ont-ils pour autant abandonné? Non, ils sont parvenus à un consensus. Je pense que dans le monde qui est le nôtre, nous avons bien plus de créativité, d'innovation, de technologie aussi, qui peuvent nous donner toutes les opportunités de lever ces impôts, de lever ces ressources et de donner tout ce qui est nécessaire. Et là, je fais également référence à l'Afrique. Nous sommes le continent qui est doté du plus de réserves naturelles, qu'il s'agisse de ressources hydrauliques, solaires, aériennes, etc. Nous disposons de tant de ressources. Et c'est grâce à ces discussions ouvertes et franches, en apportant nos idées, pour être créatifs, novateurs, pour tirer parti des technologies, pour puiser dans toutes nos ressources pour, par exemple, enfin lancer ce barrage d'Inga, pour répondre à des questions d'accès à l'électricité. 900 millions d'Africains n'ont pas accès, par exemple, à des équipements de cuisson qui sont propres. Il faut travailler sur cette question de l'accessibilité et de la démocratisation des énergies propres pour que nous puissions faciliter notre prise de décision à l'Afrique. Donc, pour vous répondre, nous contribuons avec nos idées, avec nos ressources naturelles. Nous avons le plus grand puits de ressources naturelles, les 2 tiers des ressources renouvelables, ou plutôt des cultures arables du monde sont sur notre continent. Nous disposons de la plus grande population jeune au monde. Voilà autant d'atouts qui permettent à l'Afrique de contribuer à la solution. Je ne saurais être plus d'accord avec le président Ruto. Et vous dire également que l'initiative Bridgestone avait été un excellent complément, notamment pour ce qui est des questions de vulnérabilité au climat et la façon dont nous répondons à ce sujet, la façon dont nous avons adapté nos propres règles, car cela concerne les gouvernements effectivement, mais nous le faisons également pour les banques publiques de développement et nos institutions gouvernementales. Donc je pense que intergouvernementales. Donc je pense que effectivement le résultat sera au rendez-vous. Nous allons prendre une 3e question pour la presse américaine. If you may state your name and media. Merci de bien vouloir nous indiquer votre nom. Bonjour, Victoria Tendrino de Lambert News. 2 questions très brèves. Tout d'abord, pour vous, Madame Yellen, le président Lula nous a parlé, il y a peut-être 1 heure, du besoin de se libérer du dollar dans nos échanges. Monsieur Macron nous a parlé également du besoin de se libérer de ces contraintes. Je souhaitais savoir si vous estimiez, vous aussi, qu'il s'agissait là d'une nécessité. Peut-être pour vous, Monsieur Macron, vous avez parlé de cette promesse de 100 milliards de dollars pour le climat, alors que plusieurs pays en développement ont remis cela en question. Donc, comment comptez-vous les convaincre que ces financements vont effectivement être débloqués et qu'ils seront dépensés dans les bons projets? Alors oui, j'ai bien entendu les préoccupations du président Lula concernant cette question du dollar et cette volonté de s'en détacher et cette
également le cas de différents autres pays pour différentes raisons, notamment du fait de cette dépendance au dollar qui va donner lieu à de nombreux cas d'abus et notamment des cas de violation des droits humains. Mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le dollar est utilisé de façon si générale dans les échanges commerciaux, et cela est du fait de la grande ouverture de nos marchés, de cet état de droit et d'instruments financiers qui font que c'est une devise qui est sécurisée, qui est sûre et qui est disponible en si grande quantité. Il n'est absolument pas aisé pour d'autres pays de pouvoir proposer les mêmes avantages, mais effectivement, j'ai compris qu'il y avait cette volonté de la part de certains. Merci de cette question. Je me fais écho de ces préoccupations. Cela avait fait l'objet d'une promesse dans le cadre des accords de Paris et lors de la session d'ouverture du sommet. Il nous avait donc, il y avait eu cette annonce de 100 milliards de dollars pour le climat, mais clairement, nous n'avançons pas assez rapidement. Il y a un rapport qui est publié par l'OCDE chaque année et un rapport qui reprend bien les contributions et non-contributions des uns et des autres, mais maintenant, nous avons besoin d'un suivi bien plus précis, bien plus structuré pour qu'il y ait véritablement la possibilité pour tout un chacun de se rendre compte et de prendre conscience des actions qui sont prises. Donc, il nous faudra un processus d'analyse et d'évaluation de ce fonds climat bien plus poussé. Pour ce qui est des 100 autres milliards de dollars, je peux vous dire que nous avons tenu notre promesse de ce qui avait été fait il y a 2 ans avec la décision et la promesse de la France qui a été tenue de rediriger 40% de ces DTS. Et nous ferons tout le suivi nécessaire. Sur ce, je vous remercie. Ceci clôt cette conférence de presse. Merci. Voilà, chers amis, nous sommes gardés et tendez conférence de presse qui résumait 2 journées de travail qui étaient faites à Paris semaine ça, 40 chefs d'État et de gouvernement, dont chef gouvernement panouan dans le pays d'Haïti qui était présent. Et j'aime d'abord nous, son réflexion nous-mêmes nous avons commencé en Haïti, financer l'écologie et l'économie, donc éco-carré, donc changement climatique là qui a posé de gros problèmes. Sur des différentes interventions que et M. Ruto, qui lui-même c'est président Kenya, qui est une grande vedette dans le sommet, qui était très critique, il a défendu tout le bloc pays africain et que les grands émergents, encore les petits pays qui ont pile problème en Afrique. Nous avons pu joindre également le président du Fonds monétaire international là, qui reconnaît qu'il y a nécessité pour gagner de grands changements pour faire l'institution. Donc, nous sommes là-dedans. Et on est dans la petite salle, Bretton Woods, 40 pays. Après guerre, elle a réfléchi sur l'économie mondiale là. Et il y a également la Banque mondiale qui était venu tout avec Adje Banga, et monsieur c'est le nouveau président de la Banque mondiale là, qui est intervenu pour l'expliquer tout gros défi qui était gagné. Et bien sûr Macron, qui lui-même c'est chef affaires lié, qui t'a réalisé là. Et pas minimiser ça, Janet Yellen, c'est secrétaire au Trésor aux États-Unis que lié.
Donc c'est un monde qui est extrêmement lourd dans le gouvernement démocrate qui dirige les États-Unis. Hein. Janet Yellen, c'est un acteur qui est très important. Sur l'écran, tu es capable peut-être ouais. Et Alexa la Tortue, c'est la fille de Gérard la Tortue, qui lui-même là, à très haut niveau, également dans le département du Trésor aux États-Unis. Donc, nous, un haïtien qui est très bien placé, une femme haïtienne. Donc, nous, ouais, toute parole qui se parle là, yo. Et nous pas fait du temps comme nous cap, mais lorsque nous avons fait réflexion ça en avril dernier, sincèrement nous pas connaît rien type quel événement ça que fait du côté de Paris et par la suite et nous connaît Nairobi, réflexion pour continuer. Donc c'est exactement ça pour nous mêmes comme petit pays pour nous ouvrir tête pour nous comprendre ça qui a passé parce que si pas un changement qui a fait et la Banque mondiale nous tomber combien des fonds qui va le mettre pour réorganiser Banque mondiale. Et nous avons des fonds monétaires qui parlent pour des changements. Le dernier rapport fonds monétaire capable de débat. Donc, il faut que, pas simplement au niveau du gouvernement, ça là, qui est supposé intéresser, un parti politique sérieux qui prend l'élection là, c'est pour le prendre, sans nous présenter là, garder le temps d'elle, parce que pour des changements. Ouais, lié qui gagne en dette et climat. Pas de discussion, me parler dans plusieurs fois déjà. Nous avons parlé de dette, l'émission, ça au niveau individuel, mais si nous avons des dettes au niveau national, là, il tout aussi poser problème parce que je dis là, le budget n'a pas exécuté là, qui a fini 30 septembre, non, eh bien, plus gros poste dans le budget pays d'Haïti, je dis c'est poste dette là, près de 36 milliards de gouttes que nous avons mis en dette, alors que nous avons mis à peine 10 milliards de gouttes dans la santé. Donc, nous allons comprendre le problème insécurité, problème pour nous mettre en dans police nationale là, et bien, là, chaque fois, nous mettons l'argent pour un service dette là, et qui ça dette là? C'est dette Petro-Caribéen, c'est que chef cabinet qui qu'on a parlé en pile là, pour les responsables en partie à ça à tout. Parce que, ils disent, la radio, ça se passe là, émission, pour nous comprendre que, les a mal géré dette, nous, parce que Petro-Caribéen sont dettes liées, ensuite, dette interne pays, on a prêté comme pour acheter gasoline, on a prêté comme pour consommer, c'est mauvaise dette. Nous avons parlé de clatap pour individu, mais lorsque nous disons, c'est pas le gouvernement, et nous ne pouvons pas rentrer dans ça, c'est ça fait pas nier. Parce que tout gouvernement qui passe là, qui quitte dette ça pour nous là, et qui continue à augmenter, eh bien, a hypothéqué les générations futures dans le pays ça. Et la jeunesse haïtienne, jeunes garçons, jeunes filles, t'es supposé eux-mêmes, chaque fois budget a sorti, pour regarder exactement qui financement que vous mettez dans le budget. Nous rappelons dans le tableau d'équilibre budgétaire là, monter une ressource domestique, montrer une don. Mais même si je dis à la moins que 30 ans, c'est pas ça qui intéresse non. Je vais regarder qui financement qui peut gagner dans le budget. Donc lorsque vous pouvez lever un montant aussi important pour financer année prochaine, c'est l'intérêt d'être là, il faut amortir dette là. Donc, c'est des questions vitales que nous supposons garder. Donc, là, on a parlé d'investir, on a parlé d'épargne, on a parlé d'investissement personnel. Donc, nous, on a fait tout effort ça de manière individuelle. Après, des autres qui ont fait au niveau national, il n'y a pas de gouvernement ça simplement. Tous les gouvernements compris, eh bien, finances publiques là, lorsque le mal fait, et le gouvernement n'a pas besoin qu'on ait la prise des problèmes de court terme qui a causé lui-même des problèmes de moyen et de long terme. Donc, discussion, ça qu'a fait la finance, dette, climat, eh bien, il faut que son débat dans le pays d'Haïti. Et ça, quand on prend temps, nous prenons toute conférence dans son résumé de 2 journées d'intervention, émission n'a pas qu'attendre sur radio demain matin et lundi soir, mais n'importe qui le veut, à regarder conférence ça, à attendre un monde qui veut diriger le pays ça dans les prochaines années, et bien c'est obligation pour même pour comprendre, un monde qui veut vivre dans le pays ça, c'est obligation pour même pour garder disposition. Donc n'a garder là écho 2A, et bien c'est en Haïti que nous-mêmes ça ne pas mêler dans gros parole ça, mais malheureusement n'a gardé les acteurs locaux au niveau public, pas trop intéressé par le ministère des Finances, c'est la Banque centrale qui était même la réflexion ça. Donc financer l'éco-développement, donc c'est ça qui prend réellement gros défi pour les prochaines années, pas simplement en Haïti, au niveau mondial. Mais Jean Média n'a fini sur ça, il faut penser global, changement climatique là, les COP, agir local. Donc ça c'est pour nous mettre
en dans curriculum l'école yo, en dans curriculum université yo, si nous voulons que en 2030 nous avons une économie qui est résiliente, nous avons sorti dans trou ça. D'ici septembre, nous allons connaître est-ce que c'est 5 années consécutives de dépression économique et pour me retourner pour qu'on y a là, pour me retrouver sous voie de la croissance, mais pas n'importe qui croissance, une croissance inclusive, une croissance durable, en prenant en considération l'écologie, il faut passer par ces réflexions mondiales et que viennent tomber en dedans débat, discussion pour le fait en dedans pays ça. Nous remercions tout le monde, c'est un grand plaisir. Nous pourrons bien espérer samedi prochain.